Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à Calimeta 2. Il est 14 heures. Je vais attendre encore une minute ou deux, histoire que ceux qui devaient nous rejoindre arrivent. Et puis après, je commencerai. Encore une minute. Allez, je vais commencer. Donc, je suis accompagnée par Alison Eteka, chargée de communication qui a géré la logistique de ce webinaire et donc je la remercie pour tout le travail puisqu'il y a eu 4 webinaires et celui-ci est le dernier de la session des 4 webinaires. J'ai également parmi nous Anne-Christine Millet qui nous fait le plaisir de pouvoir intervenir sur tout ce qui va être audit puisqu'elle est auditrice pour l'AFNOR. Et j'accueille aussi Sandra Robin, qui est responsable Calimeta chez Elsimaï Environnement et qui pourra un peu vous partager son expérience de Calimeta 2. Et puis enfin, on a aussi Julien Tual de l'ADEME sur la partie méthanisation nationale qui pourra éventuellement répondre à vos questions. Donc, je commence. Donc, ce webinaire, il est enregistré, il sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu être présents ou qui souhaiteraient revoir certaines parties. Vos micros sont éteints et vos caméras aussi, mais vous pouvez communiquer avec nous au travers de l'onglet questions qui se trouve dans l'outil GoToWebinar, auquel nous, on pourra vous répondre par écrit ou je dédierai de toute façon des temps pour répondre à l'oral au besoin. Donc, nous démarrons. Donc, on va parler du label dans sa version générale. On va faire un gros point sur quelles sont les cibles de ce label et les montages contractuels qui vont un peu avec le label, ou en tout cas qu'on a pensé adéquat par rapport à ce qu'on promue dans le label. Je ferai ensuite un point sur Calimeta 2 et les gros changements, si je puis dire. Je ferai un point après sur préparer sa candidature et ça vaudra également pour ceux qui se renouvellent puisque la préparation est un petit peu différente entre la 1 et la 2 en termes de version. Et puis ensuite, on fera un point sur l'audit avec Anne-Christine et ensuite un point sur la labellisation et on terminera par l'intervention de Sandra Robin sur la qualité de Elsimaï qui est pilote Calimeta 2. Donc, je précise que pilote, ça veut dire que la version de Calimeta a été testée par des entreprises pilotes, au même titre que la première version. On avait donc en termes de pilote quelqu'un sur la MO, quelqu'un sur la maîtrise d'œuvre, et on aura aussi quelqu'un sur la construction en septembre prochain. Et donc, Sandra intervient sur notamment l'AMO et la maîtrise d'œuvre. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses, mais je pense que s'il y a des questions au cours de la présentation, j'y répondrai également pour faire quelques petites pauses. Donc, le label, il vient en fait d'une réflexion du GT Qualité qui était donc piloté par le Club Biogaz depuis 2016. Et puis, il s'était fait sentir un besoin d'avoir une base commune, un référentiel sur lequel se baser pour tout ce qui est attenant au métier de la conception et construction des unités de méthanisation, puisque c'était une filière qui est assez récente et qui est en train d'exploser et qui a donc besoin d'un cadre, si je puis dire. Et donc, Calimeta se propose de mettre un cadre quelque part aux pratiques actuelles. Donc, ça a donné lieu à une première version. Donc, avant, on l'appelait Calimeta. C'est sorti en 2020. Et désormais, on a sorti une deuxième version qui est Calimeta 2, qui remplace Calimeta 1 depuis le 1er juillet. Là-dessus, je m'explique. Jusqu'ici, c'était Calimeta 1 qui valait pour ceux qui candidataient pour la première fois. Et tous ceux qui se renouvelaient, de toute façon, se renouvelaient sur Calimeta 2. Et si vous voyez encore quelques personnes se labelliser Calimeta 1, c'est normal, c'est parce que ce sont des sociétés qui auront contractualisé et positionné leur audit avant que Calimeta 2 soit lancé de façon définitive. Mais désormais, tous ceux qui se renouvellent et qui candidatent sur le label pour la première fois seront Calimeta 2. Et donc finalement, ce label, ça a permis de clarifier les périmètres d'intervention des acteurs, notamment AMO, maître d'œuvre, construction, donner une image de professionnalisme de tous ces intervenants qui se sentent concernés par le fait d'améliorer leurs pratiques
Et comme je disais, le Calimeta, c'est une base, un référentiel pour les bonnes pratiques. Et donc, ça s'est aussi accompagné par le travail qui a été fait par le GT, cette fois-ci Contrat, et qui a sorti le guide des bonnes pratiques contractuelles, que je vous invite à regarder, qui est disponible en ligne sur la boutique AT2E. Donc, tout ça, ça a permis aussi de, quelque part, rassurer tous ceux qui sont partie prenante dans les projets, puisque avoir une société qui est labellisée, ça permet donc de rassurer les assurances, notamment, tous ceux qui vont donner des subventions et qui vont financer les projets, notamment les banques. Ça leur facilite un petit peu le travail dans le sens où une entreprise labellisée est une entreprise normalement sérieuse qui prend en considération ses réclamations, son service qualité et qui cherche quelque part à s'améliorer et à faire le mieux pour son client. Et puis, ça rassure bien évidemment les porteurs de projets, donc les clients finaux, d'avoir des sociétés labellisées. Donc, comment ça se passe, la labellisation? On commence par une première partie qui va être la partie préparatoire et quelque part, c'est la partie la plus longue. Donc ici, j'ai mis 1 an. C'est plus ou moins 1 an en fonction des sociétés, des moyens que vous allez y mettre, etc. Mais ça prend en compte surtout donc, cette partie audit interne, où là, il va falloir se mettre en conformité par rapport au label. Et donc, c'est cette partie-là qui peut être assez longue. Donc, je recommande d'anticiper son renouvellement ou sa candidature. Ensuite, donc, il y a une phase de candidature et de recevabilité. Donc là, ça veut dire que vous avez un dossier de candidature qui va être rempli suite à votre audit interne et que vous allez transmettre à la fois à l'organisme d'audit et au secrétariat Calimeta. Et ça, cette phase-là, ça dure environ 1 mois où l'organisme d'audit va examiner vos éléments, vos documents. Nous aussi, de notre côté Club Biogaz et commission de labellisation, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, ça dure environ 1 mois. Et puis ensuite, donc, vient l'audit externe, ou on peut appeler ça aussi l'audit initial. Donc, ça, c'est l'audit qui est donc prévu à l'issue de la recevabilité. Et c'est là qu'un auditeur comme Anne-Christine, par exemple, pourra venir au siège de votre société pour faire l'audit. Suite à cet audit, il y a un rapport qui est émis par l'auditeur ou auditrice et qui va ensuite être transmis au comité de labellisation. Donc ça, il faut compter environ 2 mois entre le moment où vous faites l'audit, il y a le rapport, et puis nous, après, on le reçoit. Ça peut être plus court. Et puis, donc, ce comité de labellisation, lui, il se réunit toutes les 6 semaines et il va pouvoir prendre une décision par rapport à ce rapport. Donc, il va décider quelque part s'il attribue la labellisation ou s'il la reporte. Donc, la labellisation, globalement, c'est pour 3 ans et c'est entrecoupé d'un audit de surveillance à 18 mois pour vérifier l'application du référentiel, des critères sur vos nouveaux projets. Donc, c'est l'audit de surveillance. Et autre particularité qui est déjà un petit peu en place sur Calimeta 1 et qui est renforcée sur Calimeta 2, c'est la labellisation provisoire. Et ça concerne plutôt des sociétés qui ont, je dirais, assez peu de projets ou en tout cas qui commencent à se mettre sur le marché et qui mettent en place dès le départ le référentiel. Et du coup, par rapport à un projet qui n'est pas très avancé par rapport aux plus grosses sociétés, c'est vrai qu'on ne peut pas observer l'ensemble des critères appliqués à un projet. Et dans ce cas-là, s'ils ont les procédures documentaires, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place, ils ont les documents de prêt pour derrière le mettre en place sur leur projet, on attribue une labellisation provisoire qui est quelque part un accompagnement dans leur développement, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un audit de suivi. Donc, c'est un audit supplémentaire par rapport à l'audit de surveillance à réaliser pour vérifier petit à petit que la démarche se met bien en place dans la continuité de leur projet qui aura été présenté à l'audit initial. Et après, il y a un audit de surveillance, donc un audit un petit peu plus renforcé puisque ça dure une journée pour l'audit de surveillance et ça dure une demi-journée pour l'audit de suivi. Et donc, lors de l'audit de surveillance, si tout va bien, si on a observé que la grille était bien appliquée à l'ensemble du projet, que ça s'était bien passé, etc., on prononce une labellisation supplémentaire de 18 mois. Et là, à ce moment-là, ça fait 3 ans comme pour toutes les autres sociétés. Et donc, tout ça, c'est piloté à côté aussi par le comité d'amélioration continue. Donc, c'est quelque part l'ancien GT Qualité qui va, lui, prendre
les retours d'expérience, qui va améliorer la grille, qui va apporter des modifications là où il y en aura besoin. Donc, il se réunit à minima une fois par an, plus au moment où on élaborait, en l'occurrence, les critères. Donc, qui fait partie de ce comité d'amélioration? Bah, c'est globalement, enfin, c'est un panel assez large, je dirais. Il y a pas mal de bureaux d'études, il y a les constructeurs, les AMO, donc finalement ceux qui sont directement concernés par le label et qui peuvent donc apporter la pierre à l'édifice et donner leur retour d'expérience pour faire en sorte que les critères soient bien en cohérence avec ce qui se passe sur le terrain. Les gestionnaires de réseau qui aussi interviennent dans ce comité-là. Une partie audit, donc cette partie un petit peu vision qualité, vision ISO 9001, elle est plutôt apportée par les auditeurs et les sociétés de certification, donc AFNOR, Bureau Veritas et SGS. Et puis, il y a aussi des parties prenantes des projets, les assureurs, les banquiers. Donc, tout le vivier finalement des acteurs de la méthanisation peuvent faire partie de ce comité d'amélioration qui est d'ailleurs ouvert. Et puis le comité de labellisation, lui, c'est ceux qui prennent la décision finale quant à la labellisation. Et donc, c'est des membres neutres par rapport, il n'y a pas de constructeur présent dans ce comité-là, par exemple, pour ne pas interférer en termes de décision. Et donc, c'est ce comité-là qui porte un regard donc, sur la labellisation, mais aussi sur le pilotage, le fonctionnement du label, comment l'améliorer, le renforcer, etc. Donc, voilà, c'est tous ces acteurs-là qui s'occupent du label. Maintenant, je vais faire un point donc, sur les cibles du label. Donc, les cibles actuelles, c'est-à-dire pour Calimeta 2, ça n'a pas énormément bougé par rapport à Calimeta 1, mais je vais quand même repréciser un petit peu quelques définitions. Donc, il y a d'abord l'AMO, donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, lui, c'est vraiment celui qui va accompagner le porteur de projet dans les phases amont de son projet. Donc, il peut notamment réaliser l'étude de faisabilité, mais pas toujours. Il peut s'occuper des démarches administratives pour aider le maître d'ouvrage. Il peut l'assister dans son business plan, dans les démarches administratives, dans le montage de la société et du projet. Il va l'accompagner sur les parties techniques, à savoir par rapport à sa situation, son gisement de matière, sa localisation, qu'est-ce qui va être le plus adéquat. Enfin voilà, l'AMO, c'est vraiment celui qui va accompagner le porteur de projet dans cette phase amont et même jusqu'à parfois la phase aval, puisqu'il peut assister même à la réception de l'unité une fois que ça a été construit pour s'assurer que les volontés du porteur de projet initial ont bien été réalisées par la construction, que les performances sont bien atteintes, etc. etc. Donc, c'est le traducteur quelque part du porteur de projet. Il y a ensuite les maîtres d'œuvre. Donc, les maîtres d'œuvre, eux, ils vont plutôt avoir un rôle sur la partie construction et un peu conception. Le maître d'œuvre, il peut allotir le chantier. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va faire un cahier des charges pour ceux qui vont construire, que ce soit les lots qui va allotir. Donc, ça peut être les lots génie civil, process, valorisation biogaz, et puis finalement tous les autres lots, traitement de l'air, et j'en passe. Donc, ce maître d'œuvre-là, il va avoir ce premier rôle-là. Et puis après, il va aussi avoir un rôle de supervision de l'ensemble de ces acteurs-là. C'est vraiment le chef d'orchestre qui s'assure des interfaces et qu'il n'y ait pas de trou dans le projet, qu'il ne manque pas quelque chose, qui va regarder que les plans sont cohérents, etc., etc. Ensuite, il y a la partie constructeur. Donc, au niveau du label, on labellise les constructeurs process méthanisation et valorisation biogaz. On ne labellise pas les équipementiers sur, je dirais, donc des équipements isolés, par exemple des pompes ou un déconditionneur ou un agitateur. Ce n'est pas ces constructeurs-là qu'on labellise. On labellise ceux qui vont assembler l'ensemble de ces équipements-là. Voilà pour la partie construction. Et le contractant général, donc je refais la définition parce que ce n'était pas forcément toujours clair sur Calimeta 1. Le contractant général, c'est celui qui va se charger à la fois de la maîtrise d'œuvre, si je puis dire, donc c'est une sorte de maîtrise d'œuvre intégrée, mais aussi de l'ensemble de la construction. Donc ça veut dire qu'il va prendre en charge et la construction liée à la méthanisation, donc le process, la valorisation de biogaz, etc., mais aussi tout ce qui va être génie civil, terrassement, tous les lots dont j'ai parlé
que le maître d'œuvre a l'outil, le contractant général le prend à sa charge, va quelque part sous-traiter l'ensemble de ces lots-là. Et donc, les personnes qui interviennent comme un constructeur auront un contrat avec le contractant général et non pas avec le porteur de projet. Donc, c'est bien un unique interlocuteur du porteur de projet, contrairement à lorsqu'on a un montage maîtrise d'œuvre avec des constructeurs. On le verra un petit peu après, où là, le porteur de projet contractualise avec les constructeurs directement. Donc, au niveau de Calimeta 1, on est à 71 labellisés à date. Au niveau de Calimeta 2, on est à 2 labellisés, presque 3 sur Calimeta 2, ce qui fait un panel d'acteurs relativement large aujourd'hui. On espère que sur Calimeta 2, il n'y aura pas de soucis pour se renouveler pour ces labellisés-là s'ils le souhaitent. Et donc, ce qu'il y a de nouveau sur Calimeta 2, c'est cette distinction de maîtrise d'œuvre génie civil et maîtrise d'œuvre process. Je m'explique. Il y a quelques maîtres d'œuvre aujourd'hui qui sont labellisés et qui ont une forte expertise sur tout ce qui va être génie civil, lots périphériques, annexes, etc., qui vont aussi avoir une expertise sur la supervision de l'ensemble du chantier, sur le fait de savoir coordonner l'ensemble des acteurs. Mais par contre, sur le fait de choisir ou en tout cas conseiller le porteur de projet sur tel ou tel constructeur sur la méthanisation et sur la valorisation du biogaz, certains n'ont pas la compétence en interne, l'expertise technique propre à la méthanisation. Et donc, ces maîtres d'œuvre-là, nous, on les qualifie de maîtres d'œuvre process parce que c'est vraiment ceux qui ont la compétence d'aller vérifier les installations des constructeurs. Par exemple, pour les maîtres d'œuvre, ça doit leur parler cette notion de visa. C'est un maître d'œuvre qui peut le faire, et personne d'autre. Et sur la partie faire un visa sur des équipements de méthanisation, seul un maître d'œuvre qualifié sur les procédés peut le réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette distinction-là au niveau de Calimeta, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des maîtres d'œuvre qui n'ont pas toujours cette qualification-là et qui donc peuvent faire intervenir d'autres acteurs qui seront responsables de cette partie-là. Donc ici, c'est un petit gros tableau même, qui fait synthèse des responsabilités des intervenants. Donc c'est un tableau qui a fait pas mal de discussions, ou en tout cas, c'est la traduction des discussions qu'on a pu avoir. Donc c'est un tableau qui a notamment été fait par CH4 Process, qui a travaillé énormément sur Calimeta 2, qui a d'ailleurs édité la grille Calimeta 2, avec la supervision donc, du club de gaz et puis derrière l'aval du comité d'amélioration. Et donc, on classe ici les différentes tâches. Donc, ce n'est pas un tableau exhaustif. Ce n'est pas figé non plus. Il y a du cas par cas, évidemment. Mais les points sur lesquels je veux attirer votre attention, c'est le suivant. C'est tout ce qui va être cahier des charges pour titulaire de l'eau, aujourd'hui réalisé parfois par des AMO. Ça se fait pas mal. Dans Calimeta, on ne qualifie pas cette mission-là parce qu'on considère que cette mission-là, c'est une mission de maîtrise d'œuvre à partir du moment où, quand on parle de titulaire de l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque part un rôle d'allotissement et ce rôle-là peut être qualifié, ou en tout cas par les assureurs, c'est qualifié de maître d'œuvre. Et les AMO ne sont pas assurés pour la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est pour ça que dans le cas où un AMO réalise cette mission-là en particulier et ne réalise pas le reste, il faut, dans la mesure du possible, qu'ils vérifient dans leur contrat d'assurance que la mission d'AMO comprend bien cette partie consultation de l'eau constructeur, l'eau méthanisation, et du coup, ça fait intervenir la rédaction du cahier des charges. Parce que sinon, si quelque part, ça a été le seul acteur, l'AMO est le seul acteur à avoir fait l'allotissement pour le process et la méthanisation. Si c'est le seul, et que derrière, il y a un problème avec le constructeur qui a été choisi et conseillé par l'AMO, même si ça a été choisi par le porteur de projet, s'il y a un souci, l'assureur peut revenir voir l'AMO et lui dire bah là, ce n'était pas totalement votre rôle de faire cette mission-là, c'est plutôt une mission de maîtrise d'œuvre, vous n'êtes pas assuré pour, et là, ça engendre des problèmes financiers. Donc, c'est pour ça que cette mission-là en particulier, il faut faire attention dans les contrats qu'on passe avec son assureur quand on est AMO,
qu'elle est bien comprise en fait finalement. Donc il faut se rapprocher de son conseiller en assurance. Autre point important de ce tableau-là, c'est les responsabilités des interfaces. C'est bien le maître d'œuvre qui est responsable des interfaces avec les différents constructeurs. Ce n'est pas l'AMO. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de projets où il n'y a pas forcément de maîtrise d'œuvre, parce que c'est vrai que ça engendre certains coûts. Et du coup, parfois, on voit l'AMO qui doit gérer un petit peu ces interfaces-là. Et pour autant, encore une fois, il n'est pas assuré pour ça. Et donc, s'il y a un souci justement d'interface entre constructeurs, parce qu'il y a un plan qui a été mal compris d'un interlocuteur à un autre, l'AMO peut être désigné responsable parce que c'était le seul à s'en occuper avec le porteur de projet. Et là, ils ne sont pas assurés pour. Donc, il y a des risques. Donc, c'est pour ça qu'on attire l'attention avec Calimeta et le guide contrat sur ce type de montage-là. Et on va les voir juste après. Donc là, je vais vous présenter différents cas de montage de contrat qui sont plus ou moins simples, plus ou moins courants. Donc là, c'est le cas. Donc, tous les schémas, ils sont faits de la même façon. Il y a toujours des flèches jaunes qui représentent la partie consultation et analyse des offres. Donc, c'est quelque part cette mission-là de l'AMO dont je discutais juste avant. Et ensuite, il y a les liens contractuels, donc qui paye avec qui le contrat est passé. Donc ça, c'est le cas le plus simple. C'est un cas, je pense, qu'on retrouve notamment dans les marchés publics ou sur d'autres types d'activités, par exemple la construction d'une station d'épuration ou la conception d'un autre bâtiment. Enfin, c'est un cas qu'on peut retrouver sur plusieurs marchés. C'est le fait donc qu'il y a un AMO qui accompagne son porteur de projet, le maître d'ouvrage, qui va consulter un maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre est compétent sur l'ensemble du chantier méthanisation et c'est ce maître d'œuvre qui va ensuite préparer le cahier des charges pour les titulaires de l'eau, qui va consulter, qui va faire l'analyse des offres, qui va dire au porteur de projet, bon, bah voilà, quels sont les constructeurs qui correspondent bien au projet. Puis le porteur de projet va ensuite choisir et contractualiser lui-même avec les constructeurs. Ce n'est pas le maître d'œuvre qui contractualise avec les constructeurs, c'est bien le porteur de projet. Ça, c'est à la différence d'un contractant général. Donc, en termes de label, ça se traduit comme ça, un label AMO, un label maître d'œuvre, à la fois sur les deux spécificités, génie civil et process, puisqu'il se charge de tout, et un label sur la spécialité, donc soit l'eau méthanisation, soit biogaz, enfin c'est et ou, hein, bien sûr, ça peut être les deux. Le deuxième cas, c'est le cas donc de la maîtrise d'œuvre génie civil et process, donc c'est une double maîtrise d'œuvre. Donc c'est dans le cas où je disais tout à l'heure que parfois il y a des maîtres d'œuvre qui n'ont pas la compétence sur tout ce qui va être process et qui peuvent faire intervenir une personne à côté pour valider les constructions sur la partie process et valorisation de gaz. Et ce type de personnes-là, on les appelle donc les maîtres d'œuvre process, qui peuvent intervenir donc conjointement en groupement solidaire. Donc attention, s'ils sont en groupement solidaire, ça veut dire que si l'un fait défaut, c'est l'autre qui porte les responsabilités du groupement. Donc, en termes de label, si vous avez l'habitude d'intervenir de cette façon, ça se traduit, enfin, on conseille de prendre un label sur les deux spécificités pour que, le cas échéant où un des deux maîtres d'œuvre fait défaut, vous puissiez avoir conscience et avoir mis en place les outils pour répondre à la spécificité qui a fait défaut. J'espère que je suis claire, sinon on pourrait me poser des questions. Le deuxième cas, c'est le cas d'un groupement non solidaire. Donc là, pas de souci, chacun reste sur son périmètre de label qui lui est propre. Le cas C, c'est le cas où il y a le contractant général. Et donc là, la différence avec le maître d'œuvre tout à l'heure, c'est que les titulaires de l'eau, cette fois-ci, contractualisent directement avec le contractant général. Ils ne contractualisent plus avec le porteur de projet. Et donc, on peut les considérer donc comme des sous-traitants du contractant général. Donc là, le contractant général, c'est bien l'unique interlocuteur qui gère tout le chantier, y compris les lots périphériques, process, GC. Donc, c'est aussi pour ça qu'on lui demande notamment une décennale, le contractant général. Donc, en termes de label, là, c'est le label contractant général. En termes de critères, ça se traduit par les critères de maîtrise d'œuvre plus les critères de construction et valorisation du biogaz. Alors là, c'est le cas qu'on observe assez régulièrement
où en fait on a un ensemble d'entreprises qui interviennent de façon solidaire ou non. Et donc, c'est une entreprise qui va intervenir, par exemple, sur tout ce qui va être périphérique, génie civil. Donc, j'ai simplifié. Ensuite, une entreprise qui va intervenir sur le procédé méthanisation et puis une sur la valorisation de gaz. Et là, en fait, on ne voit pas qui fait le lien entre toutes ces entreprises. On a l'impression un petit peu que ces entreprises interviennent de façon conjointe. Alors, même si elles se rencontrent, on ne sait pas qui fait le chef d'orchestre là-dedans. Et en fait, c'est ce qui manque ici. Il manque un maître d'œuvre pour coordonner et s'assurer que les interfaces sont bien superposées ou en tout cas bien ficelées, si je peux dire, qu'il n'y a pas de trous. Et dans ce cas-ci, on peut éventuellement se dire, bon, bah, c'est peut-être l'entreprise générale qui s'occupe du génie civil, qui fait un peu la supervision, mais ce n'est pas clairement établi, ce rôle de maître d'œuvre dans ce type de montage-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est relativement risqué. Et en termes de label, du coup, ce qu'on recommande, en tout cas, ce qui nous paraît le plus sécure, si je puis dire, c'est pour ces entreprises process ou valo biogaz, c'est de se mettre plutôt sur la partie contractant général. Pourquoi, même si j'ai dit juste avant que ce n'était pas l'unique interlocuteur, pourquoi? Parce qu'en termes de responsabilité, ça veut dire qu'il est capable de prendre la responsabilité de l'ensemble du chantier. Ça veut dire que si il n'y a pas vraiment de maître d'œuvre, comme le contracteur général, dans les critères, il y a des critères de maîtrise d'œuvre, ils seront normalement sensibilisés et à même de pouvoir réaliser les missions qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème, notamment au niveau des interfaces. J'insiste beaucoup dessus parce que c'est souvent là qu'on voit des soucis. Et enfin, dernier cas, donc c'est le cas où il y a une maîtrise d'œuvre identifiée. Donc la maîtrise d'œuvre génie civil, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent, ce cas-là. Donc le maître d'œuvre génie civil va s'occuper de façon... Enfin, il va être compétent sur tout ce qui va être choix technique de génie civil, VRD, etc. Il va faire aussi la supervision, donc il va gérer un petit peu l'ensemble des interfaces. Ça va bien se passer. Par contre, il n'a pas, encore une fois, l'expertise sur le process. Il n'a pas l'expertise sur le fait de dire, bah, cette installation-là qui était prévue correspond bien à ce qu'on s'était dit au départ. Donc, cette mission de visa sur le process, la valorisation de gaz, là, le maître d'œuvre génie civil, en général, est un petit peu tangent, si je puis dire. Et encore une fois, sur ce type de schéma-là, il manque une maîtrise d'œuvre process. Il manque quelqu'un pour vérifier l'intervention des constructeurs. Ou alors, dans ce cas-là, ils le font eux-mêmes, mais ça peut être aussi risqué. Et parfois aussi, c'est l'AMO qui s'en charge, justement, parce qu'en général, donc, ça arrive que ce soit lui qui consulte et qui recommande tel ou tel constructeur en fonction de l'analyse de l'offre. Et dans ce cas-là, il prend ce rôle-là de vérifier l'installation, alors que quelque part, c'est une mission de maîtrise d'œuvre qui peut donc poser des problèmes au niveau de l'assurance, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure. Voilà pour tout ce qui est montage contractuel et ce que je voulais vous dire. Je regarde rapidement s'il y a des questions là-dessus. Sinon, je passe à la suite. Bien, je ne vois pas de questions. Peut-être qu'on pourra y répondre à la fin s'il y en a d'autres. Donc, au niveau des renforcements Calimeta, donc pour vous refaire un point sur les thématiques, ça balaye large. On prend beaucoup de sujets différents. Ça n'a pas énormément bougé par rapport à la première version. Il y a simplement 10 critères qui ont été ajoutés. Ça correspond parfois à des anciens critères qui ont été en fait divisés pour pouvoir un petit peu mieux les préciser. Et puis certains autres qui ont été ajoutés suite au retour d'expérience où on s'est dit là, il manque un critère sur tel sujet. C'est des critères qui ont été inspirés de l'ISO 9001, donc ça ne bouge pas par rapport à la une. Mais c'est important de souligner que souvent les sociétés, sur la technique, ils sont bons. Il n'y a pas de souci, globalement, les sociétés font bien leur travail, sont efficaces, etc. Le management de projet, ça peut être amélioré. Et puis le système qualité, souvent, c'est là où les sociétés ont un petit peu plus de mal parce qu'elles n'ont pas forcément toujours un service dédié à la qualité. Donc, c'est pour ça que, comme les critères sont inspirés des ISO 9001,
Une piste pour appréhender mieux la deuxième version de la grille, c'est de se former, pas forcément de passer l'ISO 9001 parce que ça reste lourd et ça peut être, Calimeta peut être un précurseur quelque part derrière à la préparation de l'ISO 9001, mais au moins se former sur ce que c'est qu'un système qualité au travers d'une formation ISO 9001, ça peut être une bonne idée pour mieux appréhender l'ensemble du référentiel quelque part. Ces pratiques qualité, cette façon de penser qualité, avec une formation de ce type-là, ça pourra certainement vous aider à comprendre pourquoi le référentiel est fait de telle façon, en fait. Voilà. Donc, la grande nouveauté pour Calimeta, c'est que Calimeta 2, c'est qu'il y a un guide de lecture. Et ça, c'est vraiment un outil très précieux parce que désormais, on a vraiment le détail de chaque critère et surtout de ce qui est attendu. Donc, je m'explique. Il y a une première partie en haut, c'est quelque part des éléments qu'on retrouvait dans la grille 8.5, donc la grille Calimeta 1. On voit les critères sont classés par catégorie. Il y a le nom du critère, il y avait un petit peu de détails, et puis qui sait que ça concernait, des idées de preuves pour justifier le document, et puis ça s'arrêtait là. Sur Calimeta 2, on a le détail du critère, donc c'est vraiment une partie assez importante parce que ça explique ce qui est attendu derrière ce critère-là pour chaque intervenant. À chaque fois, c'est précisé si ça concerne l'AMO, le constructeur, etc. Et enfin, la partie la plus importante de cette grille-là, c'est la liste des informations qui est attendue. C'est en fait les preuves qui vont justifier que vous répondez bien aux critères. Et il faut répondre à toutes les preuves. C'est-à-dire que dans ces éléments-là, c'est pas au choix. Là, il faudra répondre notamment pour l'AMO, il faudra répondre aux 3 éléments qui sont cités dans le tableau. Et les petites cases qui sont DPS à côté, c'est pour la façon dont le document est présenté. D, c'est pour documentaire, ça veut dire que c'est une procédure qui est prête et qui est applicable globalement à n'importe quel projet. P, c'est pour l'élément documentaire, cette fois-ci appliqué au projet qui est audité le jour J. Et S, c'est un document qui pourra être vérifié en surveillance. Donc en audit de surveillance, c'est une indication pour l'auditeur de se dire bon, bah, tel document, je peux être amené à le vérifier en surveillance. Et tous ces documents-là, ils doivent être vérifiés et visés par un responsable identifié. Donc, en général, ça se traduit par des cartouches en bas des documents. Et souvent, il en manque. Enfin, souvent, vous en avez pour certains documents et pas forcément pour tous. Là, dans Calimeta, c'est précisé ceux pour lesquels c'est judicieux d'avoir quelqu'un d'identifié pour l'élément qui est présenté. Ensuite, il y a les niveaux d'engagement. Donc ça, c'est nouveau aussi pour Calimeta. C'est quelque part, les niveaux d'engagement, c'est, je dirais, basé normalement au minimum sur la réglementation et parfois ça va au-delà. Donc en fait, ça challenge les entreprises dans leur système, dans leur mise en place des outils. Et c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est au même titre que les éléments à vérifier. Les niveaux d'engagement, c'est vérifié. Soyez pas étonnés si aujourd'hui vous regardez la version 2. Une amélioration qui doit être faite là-dessus, c'est que sur les niveaux d'engagement, on n'a pas précisé à chaque fois qui c'est que ça concernait comme acteur. Et parfois, ça ne concerne pas tous les acteurs. Donc, il y aura une modification de la grille en ce sens. Là, en l'occurrence, les contrats doivent être rédigés en droit français. C'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et enfin, il y a le sens du critère. Donc, le sens du critère, c'est cet élément qui va vous expliquer pourquoi ce critère a été fait. Si ça ne suffit pas, vous pouvez venir me poser la question ou regarder dans la FAQ qui est disponible sur le site internet. Mais c'est cet élément-là, normalement, qui est censé expliciter un petit peu plus le critère, plutôt que juste pointer ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je peux ajouter le sens du critère, quelque part, c'est ce qui est normalement amené à vous faire réfléchir sur voilà, le critère me demande ça, bon, bah, pourquoi, comment je peux l'intégrer à mon système et pas juste créer le document pour créer le document. Et à la fin, donc, on a les textes et documents de référence que je vous invite à consulter pour justifier pourquoi ce critère a été mis en place, en sachant que tous les critères
ont été faits avec les retours de la filière. Ça ne sort pas de simplement le club biogaz et CH4 Process qui a fait la grille. Ça a été réfléchi et consulté par l'ensemble de la filière. Autre point également sur ce guide de lecture, c'est que parfois je vois des candidats et des sociétés qui s'attachent beaucoup au fait que le type d'éléments attendus, il y a écrit que c'est catégorie contrat, par exemple ici. Et du coup, ils se disent, bon, bah, faut absolument que je montre quelque chose de mon contrat. Non, c'est juste que on a classé l'ensemble des critères, on a dû faire une classification. Elle n'est pas exacte au mot près. Ça veut dire que dans les éléments que vous allez pouvoir apporter, ce n'est pas toujours des éléments du contrat. Ça peut être un autre outil à côté que vous utilisez d'ailleurs pour d'autres choses. Mais il ne faut pas forcément s'attacher toujours au mot près de la catégorie. Et c'est la même chose pour les éléments. Parfois, il y a écrit preuve de, checklist, mode opératoire. Je sais que ça fait un petit peu peur à certains parce qu'ils se disent, mince, un mode opératoire, ça veut dire qu'il me faut un protocole A4 où j'écris tout ce que je fais. Non, pas forcément. Un mode opératoire, ça peut être un enchaînement de documents que vous allez consulter, remplir, envoyer. Et le fait de faire tout ça, c'est votre mode opératoire. Mais ce qu'il faut, c'est que la façon dont vous nous le présentez, ce soit clair pour vous. Moi, quand je réponds à tel critère, d'abord, je remplis mon outil, je fais mon calcul, ensuite, je le mets dans le rapport de TRAM. Ce document TRAM, il reprend tous ces éléments. Et puis ensuite, je le transmets au client. Bam. Ça, c'est un mode opératoire, mais il n'y a pas forcément d'avoir ce protocole comme un protocole presque de laboratoire où j'écris tout ce que je fais. Ce n'est pas forcément nécessaire pour tous les critères. Parfois, ça peut l'être si vous pensez qu'il y a besoin de formaliser un petit peu plus ce que vous faites. Et surtout, il faut s'assurer que c'est fait par l'ensemble des équipes et pas juste mon mode opératoire à moi, c'est fait par moi. Si les autres n'ont pas le même, dans ce cas-là, le système fonctionne mal parce que, admettons, moi, je suis malade, je ne peux pas assurer mon projet. Mon mode opératoire, il n'y a que moi qui sais l'utiliser, les autres ne savent pas. Là, ça pose un souci. Il faut que l'ensemble des équipes soient bien au courant. Voilà ce que je peux dire sur le guide de lecture. Et donc, ce guide de lecture, oui, c'est ça. Il y a aussi pour la maîtrise d'œuvre, notez que si vous êtes en maîtrise d'œuvre génie civil, vous devez répondre aux critères où il y a écrit GC plus les critères où il y a une croix. Et s'il y a écrit process, donc ça veut dire que c'est pour les maîtres d'œuvre process, et ceux-ci doivent répondre à process plus les croix. Et les maîtres d'œuvre qui couvrent l'ensemble répondent à tous les critères. Process, génie civil et les croix. Et donc, ce guide-là s'accompagne d'une grille d'audit, qui est donc plus exhaustive que la précédente. Et c'est l'outil qui va vous servir notamment à l'audit interne, mais c'est aussi l'outil de l'auditeur lors de l'audit externe pour remplir et justifier l'ensemble des critères, dire bon, voilà, tel document, on l'a, il se trouve à tel endroit. On a l'habitude de faire comme ça, comme ça, comme ça. Et dans ce cas-là, on précise chaque document qu'on utilise. Alors, un petit point sur les renforcements. Bon. Donc, sur les renforcements, je n'ai pas fait une liste de tous les critères et toutes les petites nouveautés qu'il y a par rapport à Calimeta. Et quand je dis petites, c'est pas qu'elles ne sont pas importantes. Au contraire, certaines peuvent être importantes. C'est juste que ça aurait été beaucoup trop long. Donc, je présente des thématiques qui ont été appuyées, notamment la maintenance et l'exploitation. Donc, je donne un exemple ici, prévoir un plan de maintenance et une formation de l'exploitant avec un manuel d'exploitation. Donc ça concerne plutôt le constructeur qui doit détailler son plan de maintenance et pas juste dire oui, bon, voilà, je vous donne voici l'installation, il faudra que vous employiez une entreprise de maintenance où il y aura un peu de maintenance à faire. Non, là, il faut détailler, bon, voilà, telle pompe, elle doit se changer à tel moment, veiller à faire je ne sais pas, à désembourber tel équipement à telle fréquence, etc. C'est le plan de maintenance. Ça ne veut pas dire pour autant que la société doit faire aussi la maintenance. Mais elle doit au moins informer le porteur de projet sur ce qu'il y a à faire. Et puis la formation, c'est obligatoire. C'est pour que, bien sûr, l'exploitant sache comment utiliser l'unité, l'exploitant et son équipe. Dans les prescriptions techniques, ça concerne plutôt en l'occurrence la réglementation, puisque Calimeta, donc je l'ai dit, c'est sorti en 2020. Et après, il y a eu la révision de l'ICPE en 2021. Donc, c'est venu après.
Donc, on a mis aussi Calimeta 2 en cohérence avec, avec la réglementation de 2021. Donc là, j'ai marqué prévoir la couverture des Digesta. En réalité, c'est déjà un petit peu demandé sur Calimeta 1, mais sur Calimeta 2, bah, c'est obligatoire, on le vérifiera. Avoir un moyen de contrôle des fuites de biogaz lors des essais en charge. Donc ça, c'est le fait de détailler de quelle façon vous allez contrôler les fuites, ce qui n'était pas forcément demandé avant. On a fait un point aussi sur garantie et essai de performance. Donc là, c'est le fait qu'on demande à l'AMO de définir des seuils minimaux de performance. Et ces seuils-là, bien sûr, bah, les constructeurs sont censés y répondre et vont détailler de quelle façon ils y répondent. Ils vont aussi, par exemple, détailler un protocole d'essai de performance pour justifier de l'adéquation avec la demande du client. Et puis enfin, autre exigence qui est encore plus poussée peut-être que sur la version 1, c'est que tous les documents qui vont être reçus par le client et lus par le client doivent être en français. Donc ça concerne notamment les sociétés qui font intervenir des équipements étrangers ou voire des sociétés étrangères qui se labellisent. On peut faire un tout petit point, je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Alison? Non, pas de questions. Parfait. Si, une question. Je fais un petit point question, comme ça nous fait une petite pause. Donc, il est difficile pour le candidat de saisir quand la formalisation est indispensable. Alors, ça, oui, en effet, moi-même, parfois, ça peut m'arriver. Je pense que quand il y a une vraie question autour de ça, il ne faut pas hésiter à venir nous poser la question parce que finalement, un référentiel, on peut tous l'interpréter un petit peu à notre façon, mais c'est en discutant qu'on va avoir une interprétation commune et harmonieuse. Donc, dans les cas où vraiment c'est compliqué, il ne faut pas hésiter à venir nous en parler. Bonjour, pourquoi est-ce à l'AMO de définir des seuils de niveau de performance et non au maître d'œuvre? On considère qu'en gros, au niveau de l'AMO, il va traduire les besoins du maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage s'attend à un certain seuil de performance, mais c'est sûr que s'il y a aussi un maître d'œuvre, derrière, il peut partir de l'existant, partir de ce que l'AMO aura préconisé, et derrière, le maître d'œuvre, en adéquation avec la volonté du maître d'ouvrage, pourra aussi affiner peut-être ce choix-là. Ça peut être des discussions, je dirais, conjointes. Après, dans l'absolu, l'important, c'est qu'il y ait des niveaux de performance qui soient définis. Si c'est l'AMO qui le fait, qui discute après avec le maître d'œuvre, ça me semble possible, mais je ne suis pas experte sur cette question-là. Donc, si vous voulez, on pourra y revenir pour en discuter avec ceux qui s'y connaissent encore plus. Voilà, je vais continuer donc la présentation. Donc, lorsque vous vous préparez à vous certifier ou vous préparez pour vous renouveler, la première chose à faire, c'est de repartir sur le site du Club Biogaz et de retélécharger ou télécharger pour la première fois les documents suivants. Donc, les règles de fonctionnement, le dossier de candidature, le guide de lecture et la grille qui va avec. Et la quatrième chose à faire, c'est d'aller consulter votre organisme d'audit, soit que vous avez déjà choisi parce que l'initial s'était bien passé, donc au renouvellement, vous allez voir la même société, soit alors, vous pouvez faire une consultation de l'ensemble des sociétés. Donc, on travaille toujours avec les mêmes organismes, donc AFNOR, Bureau Veritas, SJS. Ça, c'est une partie qui dure, encore une fois, 6 à 12 mois, parce que ça prend en compte la préparation à la labellisation. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ce que je recommande, c'est de se manifester auprès du secrétariat Calimeta.
parce que ça va vous permettre de déjà dire que vous vous remettez dans le processus. Si vous avez des questions, ça permet de créer un lien plus facilement et dès l'amont finalement, plutôt que la question soit urgente et qu'après enfin, pour le coup, c'est moi qui gère le secrétariat, donc je ne serai pas en mesure d'y répondre assez vite. Là, je vous mets des exemples de questions à vous poser lorsque vous partez sur la version 2, même si c'est pour un renouvellement. C'est déjà de se poser la question sur quel périmètre porte mon label. Parce que c'est vrai que sur la version 1, on avait donné certaines définitions qu'on a affinées en fonction du retour d'expérience depuis donc 3 ans. Donc, est-ce que pour ceux qui se renouvellent, mon activité a évolué ou alors est-ce que la définition a évolué et du coup, il faut que je me repositionne? C'est important de se reposer cette question-là. Quels moyens internes j'ai pour mettre en place la démarche? C'est vrai que Calimeta, ça demande certains moyens. Calimeta 2, sans nul doute, ça demande plus de moyens, plus de temps. Parce que, comme vous avez vu, donc pour chaque critère, on vérifie vraiment chaque document et donc c'est un travail un petit peu plus méticuleux et de fourmi. Si je suis une société étrangère, est-ce que je suis bien inscrite au registre des sociétés françaises? C'est un prérequis pour candidater. Et enfin, combien coûterait mon audit initial? Comptez entre 4 000 et 5 000 euros. Ça peut être plus aussi en fonction de là où vous vous positionnez, en fonction de l'activité, si ça dure 2 jours ou 3 jours. Voilà. Enfin, considérez bien que les frais d'audit, de toute façon, augmentent un petit peu parce que ça demande plus de jours d'auditer Calimeta 2, mais je vais en reparler juste après. Puisque c'est un label donc, qui s'est renforcé. Dans le dossier de candidature, c'est toujours un petit peu des documents assez classiques, une présentation générale, les activités, on va faire une liste de vos références. Je rappelle que c'est possible de candidater sur 2 activités, du moment qu'elles sont indépendantes, quand il s'agit de présenter un projet pour un client autre que soi-même. Donc, je m'explique. Par exemple, si vous êtes AMO et maître d'œuvre, en termes d'audit, ça va se traduire par un projet d'AMO qui va être audité entièrement, un projet de maître d'œuvre qui va être audité entièrement. C'est notamment le cas de LCMI avec Sandra, qui parlera tout à l'heure. Dans le cas où ça commence un peu à arriver, j'ai une société qui fait tout pour elle-même, parce qu'après, derrière, elle va exploiter, etc. Donc, elle fait la partie AMO, elle fait la partie construction, etc. Là, dans ce cas-ci, en effet, il va y avoir qu'un seul projet. C'est la seule exception aujourd'hui qui existe pour avoir un seul même projet sur les 2 activités, parce qu'elle va, encore une fois, faire les choses pour elle-même. Mais c'est que dans ce cas-ci. Autre point qui est accentué sur le dossier de candidature, c'est qu'on vérifie le fait d'avoir rempli un tableau sur le suivi des litiges et des contentieux. Donc ça, c'est une demande notamment de la filière depuis 3 ans sur Calimeta, c'est qu'on renforce cette partie-là pour mieux prendre en compte, je dirais, les réclamations, ce qui va pas. Et le but, c'est pas de pointer quels sont les litiges et de dire bon voilà, ça va pas, c'est pas bien, c'est pas une bonne société. C'est pas ça, c'est surtout de se dire tel litige, il a été suivi de telle façon, ça a été mis en place, comment on a amélioré les choses, parce que on est bien conscient qu'une société parfaite, ça n'existe pas. L'important, c'est de prendre en compte comment les problèmes ont été résolus, et c'est ça qu'on suit au niveau du label. Donc, il y a un vrai renfort au niveau de la prise en compte des réclamations sur la version 2. Et donc après, on arrive à l'audit interne. Donc, diapo à retenir principalement avec la suivante. C'est vraiment mon message clé pour ce webinaire. Il faut anticiper votre renouvellement ou votre labellisation. Je sais que certains candidats parfois arrivent et me disent là j'ai un projet, j'ai besoin d'une subvention, il faut que je mette sur Calimeta 2 parce que dans 2 mois, il faut que je puisse répondre au truc. Très sincèrement, en 2 mois, ça ne se fera pas Calimeta 2. Il faut que les sociétés en soient conscientes et que la filière soit consciente de ça. Sur Calimeta 2, vous avez vu que c'est un label qui est renforcé, où on vérifie beaucoup plus de choses. Et donc, il y a des procédures qui sont plus longues à mettre en place. Donc, c'est pour ça vraiment que je recommande d'anticiper, de venir me poser des questions s'il y a des soucis, pour ne pas rester bloqué et que ça se passe bien au niveau de l'audit après. Et donc, l'audit interne, c'est quoi? C'est le fait de regarder où est-ce que vous en êtes, c'est faire une photographie
de aujourd'hui, voilà comment je me positionne par rapport au référentiel. Sur tel critère, je suis bon. Sur tel critère, je ne suis pas bon. Et surtout, expliquer pourquoi. Pourquoi je suis bon et pourquoi je ne suis pas bon. Dans l'audit interne, quand vous remplissez votre grille, parce que cette grille-là, après, vous l'envoyez dans votre dossier de candidature, il ne s'agit pas juste de dire là, je suis bon, là, je ne suis pas bon, comme parfois ça peut être le cas. Il faut expliquer et justifier pourquoi là, vous pensez être bon et là, vous pensez ne pas être bon. Bon, bah, si vous n'êtes pas bon, voici le plan d'action que j'ai à mettre en place. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte de répondre aux critères? Et si vous ne savez pas, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Il y a notamment des auditeurs comme Anne-Christine qui ont suivi des modules un module d'information sur Calimeta 2 où on a revu tous les critères pour qu'il y ait le moins d'interprétation possible quant aux critères, même s'il peut y en avoir encore, et qui peuvent vous aider à mettre en place le référentiel, vous conseiller. Il faut d'ailleurs savoir que normalement, on n'audite pas son propre travail. Donc, ça veut dire que quand vous avez un référent qualité et qu'il audite vos processus RH, vos processus contractuels, commerciaux, techniques, etc., normalement, son processus à lui qui concerne, du coup, c'est la qualité, il n'est pas censé s'auditer lui-même. C'est censé être une personne extérieure d'un autre service, voire d'une autre société, pourquoi pas, qui audite ce travail-là. Et un petit point d'alerte également, lorsque vous faites cette revue de votre audit, la photographie, si là vous vous dites ça ne correspond pas à mon activité, là ça ne s'applique pas, et puis là ça ne s'applique pas non plus, il faut vous alerter parce que ça peut signifier soit que vous n'êtes pas sur la bonne case d'activité, donc peut-être que vous êtes sur contracteur général et en fait en réalité vous êtes plutôt titulaire de l'eau, ou alors dans ce cas-là où vous avez une appréhension du référentiel qui n'est pas tout à fait en phase avec celle qui a été, enfin, comment elle a été prévue pour. Donc, dans ce cas-là, il faut venir nous poser des questions ou alors il faut se faire accompagner. Mais en tout cas, voilà, on est là pour ça, les sociétés d'audit et moi-même, et aussi le comité d'amélioration. Si vous trouvez qu'il y a, enfin, si par exemple, moi je retrouve sur un critère plusieurs constructeurs qui me disent, bah non, mais ça, nous on le fait pas. Ah ben, cette société-là non plus, elle le fait pas, et puis celle-là non plus, et puis celle-là non plus. Bon, bah là, le référentiel, il est là aussi pour s'adapter et enfin, faut pas qu'on soit hors sol. Donc, il nous faut ces retours d'expérience, il faut nous le dire pour que derrière, on s'améliore et que le label soit le plus terre à terre possible, si je puis dire. Donc, ne pas hésiter non plus à aller consulter la FAQ que je vais remettre à jour aussi avec les dernières questions, notamment sur Calimeta 2, qui se trouve donc sur la page internet de Calimeta. Et puis d'ailleurs, ça ne se retrouve pas forcément dans les tout premiers onglets. Parfois, il faut appliquer sur une petite flèche pour trouver les petits onglets FAQ. Et alors là, slide encore plus importante, je le répéterai jamais assez, mais s'il vous plaît, ne créez pas de procédures, documents, outils, feuilles A4, Word ou grille uniquement pour vous conformer au label et répondre aux critères. Et qui derrière, vous ne vous en servez pas, ou alors vous vous en servez, mais en fait, vous trouvez que ça ne sert strictement à rien, ça vous alourdit le travail, ça vous ralentit et il n'y a aucun bénéfice. Il ne faut pas faire ça, s'il vous plaît, parce que derrière, nous, ce n'est pas l'objectif du label. Le label, on propose et on propose et on impose, mais on met des critères pour que derrière, il y ait des choses qui s'améliorent, il y ait des processus qui soient plus fluides, vous montiez en compétences sur vos prestations, qu'elles soient de meilleure qualité, qu'on vous informe des bonnes pratiques pour la filière, pour que voilà, ce soit plus agile. Si derrière ce que vous faites, ça ne vous sert à rien, honnêtement, nous, on ne sera pas content de notre travail et vous ne serez pas content du vôtre. Donc, il faut vraiment créer des choses, réfléchir. Pourquoi ce critère-là, il me demande ça? Donc, c'est pour ça qu'il y a le sens du critère et puis sinon, c'est pour ça aussi qu'on est là. Pourquoi tel critère, il demande ça? Quelle est l'utilité? Quelle est la fin? Et comment moi, je peux adapter mon système pour que bon, c'est presque limite le critère qui doit s'adapter derrière à comment vous fonctionnez, mais il faut mettre en place quelque chose qui soit souple et qui soit en adéquation avec le critère, parce que normalement, on ne l'a pas fait pour rien. Si on l'a fait pour rien, on va nous le dire à plusieurs reprises, et à ce moment-là, ben, on se reposera la question de pourquoi il est fait comme ça. Mais il faut vraiment vous repositionner, vous poser la question, et si ça ne va pas, revenir vers nous. Mais en tout cas, ne surtout pas créer des documents juste pour nous montrer à l'audit et puis derrière, ça reste dans un placard. Honnêtement,
ça ne nous apporte rien à nous et puis à vous non plus. Donc, c'est dommage, il ne faut pas perdre de temps sur ce genre de choses. Et donc après, une fois que votre audit interne est fait, donc vous avez rempli votre grille et surtout justifié chaque décision, conforme ou pas conforme, là, à ce moment-là, vous l'envoyez à l'organisme d'audit que vous avez choisi et aussi en parallèle au secrétariat du club, donc à moi-même, pour que je puisse le transmettre à la commission de labellisation. Donc ça, c'est nouveau. Ça a été fait parce qu'on gagne du temps quelque part à voir les dossiers de candidature en amont pour ne pas derrière avoir à dire bah non mais cet acteur-là en fait il n'est pas du tout contractant général, il est en fait titulaire de l'eau. Ah bah mince, il a pourtant passé le label là-dessus. Ça permet de gagner du temps et de consulter le dossier, de se dire bon bah là oui c'est bien en adéquation avec l'ensemble du référentiel, ça correspond bien ou alors ça ne correspond pas. En tout cas ces informations-là elles sont importantes et c'est ces informations qu'on va retransmettre à la société d'audit pour que derrière, ils puissent faire l'analyse de recevabilité en conséquence, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément toujours la connaissance ou la compétence terrain de savoir ou de connaître l'acteur sur son spectre d'intervention, si je puis dire. Puis ça sert aussi notamment sur des candidats qui seraient sur une labellisation certainement provisoire, mais qui n'en sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils n'avaient qu'une seule référence, que ça allait être difficile d'avoir une labellisation complète, si je puis dire. Donc, ça permet d'anticiper dès le départ et de leur dire attention, là, votre dossier, il est bien, il est solide. Par contre, avec un seul projet, ce sera une labellisation certainement provisoire. Prévoyez un audit supplémentaire. Ça permet de l'anticiper dès le départ et pas que juste au moment où on donne la décision, ah ben mince, il faut un audit supplémentaire, comment je fais ça permet d'être prévu dès le départ, en fait. Et donc, on arrive sur la partie ensuite audit. Donc sur la partie audit, je vais co-présenter avec Anne-Christine et je vais commencer. Donc je vous avais parlé des temps d'audit qui avaient un petit peu changé par rapport à Calimeta 1. Donc sur Calimeta 1, on était à 2 jours. Là, sur Calimeta 2, on peut être jusqu'à 3 jours. Et en fait, ça s'explique donc par le nombre de critères. C'est fait en fait au prorata du nombre de critères. Et ça s'explique, comme je vous ai dit, parce qu'il y a l'ensemble des petits documents là qui sont à chaque fois vérifiés un par un, fléchés. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. En termes de recevabilité, c'est la même durée pour toutes les activités et c'est d'ailleurs aussi la même durée qui était prévue sur Calimeta 1. Sur la préparation du rapport d'audit, donc qui est réalisé par l'auditeur, pareil, ça reste une demi-journée. Et si vous candidatez sur 2 activités, on rajoute une demi-journée. Après, ce sera étudié quand même globalement au cas par cas, mais comptez au minimum une demi-journée pour candidater sur deux activités. Parce que de toute façon, il y a des critères qui se recoupent un petit peu et qui normalement, on peut gagner un petit peu de temps, je dirais, pour auditer la deuxième activité. Je voulais vous faire un petit point sur le fait qu'au niveau des références, donc comme je l'ai dit, si vous partez sur le label 18 mois, il faut au moins une référence à auditer. Aujourd'hui, s'il y a une société qui se présente et qui en fait n'a pas encore de projet, aujourd'hui, ça va être très compliqué de l'auditer parce qu'on va l'auditer sur que ces procédures documentaires, sur aucun projet. Ça reste assez risqué. Donc, il faut au moins une référence qu'on puisse auditer. Sur un label de 3 ans, bah là, dans ce cas-là, il faut plutôt donner le maximum de références parce que ça permet d'avoir un choix derrière plus large pour l'auditeur, datant de moins de 3 ans si possible, pas qu'elle soit trop ancienne parce que sinon on ne verra pas forcément l'application de Calimeta sur les premiers projets de la société. Et j'attire aussi l'attention sur le fait qu'on est conscient que Calimeta 2, ça demande du temps pour mettre en place, pour observer l'application des critères sur certains projets, que vous pouvez avoir la trame documentaire qui est prête, des actions qui sont prêtes, etc. Mais c'est vrai que en fonction de la période, si on est en plein été ou que sais-je, parfois on ne peut pas voir tout de suite l'application de ce document qui est prêt sur un projet pour Calimeta 2. Parce que voilà, ça a demandé un petit peu de temps de le mettre en place. Et donc, on est tolérant là-dessus, de se dire, bon, bah, si vous avez déjà la trame documentaire qui est prête, alors globalement, il ne faut pas faire ça sur tous les projets, mais sur quelques critères, si c'est comme ça que ça se passe, il y a une tolérance de se dire, bon, bah, là, on comprend que c'est un peu plus long à mettre en place. Et dans ce cas-là, on vérifie ça à l'audit de surveillance sur un projet.
Et donc, je laisse la parole à Anne-Christine. On ne t'entend pas. Le son. Voilà, je remets le son. Bonjour à tous. Donc, la T2E m'a demandé d'intervenir pour témoigner de l'étape de l'audit. Voilà, donc moi je suis auditrice depuis maintenant 3 ans sur Calimeta. Je suis issue de la maîtrise d'œuvre et en particulier des installations de cogénération. Lors de ces installations, les dossiers installations classées étaient aussi traités, donc études d'impact, de risque et la réglementation applicable en termes de sécurité, que ce soit latex, la foudre, plan d'épandage, les déchets, enfin bon. Et ensuite, je me suis spécialisée dans ma carrière sur les normes ISO, donc ISO 45001 sur la partie environnementale, ISO 14001, ISO 45001 sur sécurité santé, donc tout ce qui est dans le label sur les documents uniques, le code du travail, la protection des personnes, les plans de prévention, les protocoles. Et ensuite, plus récemment, dans les normes sur l'énergie, l'ISO 50001, avec les fameux indicateurs de performance énergétique dont on parle aujourd'hui en RSE, énergie et carbone. Voilà. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Et il y a eu beaucoup de choses de dites par Laurine Duclos, donc je rajoute juste la partie audit, sachant que l'auditeur arrive en fin de démarche et évalue le travail réalisé dans des entreprises qui travaillent sur le domaine de longue date souvent, donc qui ont déjà des pratiques, des méthodes, des procédures, des documents. Et donc le rôle de l'auditeur est limité à l'évaluation des critères. Aujourd'hui, les critères, vous l'avez vu par la grille, sont suffisamment précis pour que la réponse de l'entreprise à chaque critère soit analysée de façon factuelle. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à l'entreprise en phase d'audit interne, c'est de vérifier qu'elle pourra répondre sur tous les critères de façon documentée. Et pour cela, l'auditeur vérifie plusieurs dossiers échantillonnés dans le temps imparti. Et chaque critère, comme vous l'avez vu, est examiné sous 2 axes. Le premier, c'est de comprendre l'organisation de l'entreprise, le service qui présente le critère, les fonctions concernées. Et ensuite, une fois qu'on a la bonne personne qui applique finalement le critère, hein, alors A, B, C, D, voilà, bon, tous les critères les uns après les autres. Quelquefois, c'est le responsable des ressources humaines, quelquefois, c'est un chef de projet, quelquefois, c'est un technicien, quelquefois, c'est un chargé de chantier. Voilà, donc on a plusieurs interlocuteurs. Et le deuxième angle pour examiner les critères, c'est les preuves de l'application de ces critères. Et là, je crois qu'on en a bien parlé depuis tout à l'heure, avec une preuve d'organisation et une preuve de document dans chaque projet. Donc, ce qui est important de retenir dans ce label, du point de vue de l'audit, c'est que l'auditeur travaille par critères et il faut bien donc que vous ayez fait ce travail préalable de savoir où apparaît ce critère, dans quelle étape et quelle est la personne qui va pouvoir répondre de la façon la plus pertinente sur le critère. Les plus grosses difficultés qu'on ait en audit, c'est la non-connaissance des critères, les numéros des critères et d'essayer de parler le même langage avec les chefs de projet. Donc, pour faciliter l'efficacité de l'audit, on fait un travail de préparation avant l'audit et ce travail de préparation revient à chercher des informations sur l'organisation de l'entreprise et savoir qui va pouvoir répondre sur chaque critère. Ensuite, on s'entretient avec le responsable en charge de Calimeta dans l'entreprise pour définir les bonnes personnes et les fonctions concernées. Donc, on a vu qu'il y a 2 fonctions. Il y a des personnes qui utilisent les documents et il y a des personnes qui les vérifient, c'est-à-dire les experts finalement, qui sont en capacité de valider des documents. Donc, on cherche à voir à chaque fois les 2 types de personnes. Et enfin, on s'entend dans la préparation sur une sélection pertinente de dossiers à évaluer en tenant compte des critères de la T2E, des dossiers assez récents, donc moins de 3 ans, des dossiers complets, et puis couvrant les activités pour lesquelles l'entreprise demande le label. Ce travail d'analyse permet donc de préparer un plan d'audit qui va permettre d'identifier les durées avec les personnes rencontrées. Donc, vous voyez, il y a une colonne avec le numéro du label et il y a à gauche le thème qui est audité et à droite la personne rencontrée, là où les personnes rencontrées. Si vous avez plusieurs sites ou plusieurs zones géographiques, quelquefois on peut être amené à en rencontrer un échantillonnage de plusieurs zones géographiques ou de plusieurs sites pour couvrir
les critères les plus importants. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers l'auditeur pour préciser les personnes qu'il faut rencontrer sur un critère. Et du coup, ça va se dérouler beaucoup plus facilement. Enfin, la T2E demande que le rapport d'audit soit précis et détaillé, donc revient souvent vers l'auditeur pour lui demander des preuves sur les constats, de façon à comprendre si l'auditeur a bien vu les choses et quel est le raisonnement qui a été appliqué. Donc, n'hésitez pas à nous donner bien les informations sur les documents, de façon à ce que nos rédactions soient précises, avec des preuves d'audit bien précises, et la façon dont on peut classer le constat en constat conforme, qui est la majorité des cas, et quelquefois constat non conforme quand on n'a pas trouvé une preuve d'application complète du critère. Voilà, donc je ne reviens pas sur le fait que Calimeta 2 a renforcé les exigences en termes de responsabilité de la mise en œuvre des critères. Et donc ça renvoie vraiment sur les processus RH des entreprises, qui est responsable de quoi et qui a été donc formé. Hein, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Quelles sont les personnes qui sont formées et qui sont donc compétentes sur les critères? Quelquefois, on a des compétences techniques, calcul des intrants, dimensionnement des installations, schéma électrique, clause sur les génies civils. Et puis, quelquefois, on a des responsables qui sont en support, par exemple sur la réglementation, sur le code du travail, ou sur le code de l'environnement, ou sur la TEX. Et donc, quelquefois, il faut vraiment identifier ces personnes pour bien les auditer. Voilà, l'auditeur regarde donc la cohérence entre ce qui lui est présenté en termes de personnes et de responsables et les fiches de fonction qui sont présentées pour voir comment l'entreprise est organisée. Et enfin, donc l'auditeur, puisqu'il doit être précis dans son rapport, il passe du temps à regarder les documents présentés avec plusieurs dossiers. Donc, si un dossier est incomplet, c'est ce que disait Laurine tout à l'heure sur un critère, essayez de nous montrer un autre dossier où ce sera plus clair, parce que le dossier est plus récent. Et comme le Calimeta 2 est plus récent, il y a des dossiers qui ont évolué. Enfin, s'entretenir avec les personnes concernées sur chaque critère afin de définir le niveau de maîtrise. Donc, dans un climat de bienveillance, hein, puisqu'on part du postulat que c'est bien appliqué dans l'entreprise et on cherche l'information. Et enfin, n'hésitez pas à nous faire reformuler les constats, notamment avec les responsables qui peuvent s'apercevoir qu'on a eu une réponse incomplète, mais qu'il y a des documents qui permettent de répondre à la question et donc de renvoyer sur des nouveaux documents. Voilà, donc je pense que je vous ai dit le principal, à votre disposition pour toute question sur la conduite d'un audit. Merci Anne-Christine. Écoute, je ne vois pas de questions spécialement. Donc, je vais continuer. Et puis on répondra aux questions à la fin. Donc, ce que tu disais en effet, c'est que au niveau du rapport d'audit, donc il va faire potentiellement état des non-conformités, mais pas seulement. Il y a aussi, donc on met normalement en lumière les points forts. Donc, ça permet aussi de valoriser là où vous êtes, l'auditeur trouve que vous êtes particulièrement performant. Les pistes de progrès, ça peut être, c'est comme si c'était des mini non-conformités ou alors des choses sur lesquelles on se dit là, ce serait encore mieux si vous ajoutiez telle brique à votre processus ou telle petite chose à vérifier ou tel lien à faire entre tel document, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut potentiellement être observé aussi à l'audit de surveillance parce que si vous avez pris en compte les remarques de l'auditeur, ce qui sera forcément apprécié, ça peut notamment apparaître dans votre plan d'amélioration continue. Ça peut faire office d'observation sur le fait que vous prenez bien en compte l'amélioration de votre système. Notez aussi que pour tout ce qui est non-conformité majeure, en tel quel, le rapport ne peut pas être présenté avec des non-conformités majeures non résolues, non levées, on appelle ça, par l'auditeur. Et elles sont levées uniquement par la mise en place d'actions concrètes dans votre système. On a un délai de 8 semaines pour traiter ces non-conformités, parce qu'après, c'est vrai que la mission de l'auditeur s'arrête si
si derrière vous ne traitez pas vos non-conformités majeures. Et quant aux non-conformités mineures, donc là, c'est des non-conformités sur lesquelles on se dit OK, il faut mettre une action en place pour que derrière on lève cette non-conformité, mais on considère qu'elles ne sont pas suffisamment critiques pour reporter la labellisation. Et dans ce cas-là, on va demander à ce que ces actions-là soient mises en place dans le délai de 18 mois, donc jusqu'à l'audit de surveillance, où on pourra observer que cette non-conformité soit levée. Notez par contre qu'en effet, si vous avez beaucoup de non-conformités mineures qui s'accumulent, là, ça peut être signe de, je dirais, d'une difficulté que vous avez à vous mettre en conformité avec le référentiel, et ça peut être, comment dirais-je, s'il y a trop de non-conformités mineures, ça peut être requalifié comme une non-conformité majeure ou globale, si je puis dire, et dans ce cas-là, on vous demandera de mettre en place certaines actions. Mais en tout cas, toute non-conformité fait objet derrière d'un plan d'action qui doit être mis en place sous certains délais en fonction de la nature de la non-conformité. Donc, ce rapport-là est présenté en commission de labellisation. Donc, je vous avais déjà présenté la commission qui peut prendre différents types de décisions que je vais détailler juste après. Mais pour ce qui s'agit des décisions plutôt défavorables, notez bien qu'on ne dit jamais non en termes de labellisation à dire non, on n'accepte pas cette société pour se labelliser. On justifie déjà toujours les décisions sur une décision comme celle-ci, et c'est en report. Ça veut dire qu'on attend que la société derrière améliore son système, se mette en conformité ou nous justifie des éléments par rapport à ce qui est demandé, et derrière, on repasse le dossier en commission de labellisation. Il n'y a pas de souci. Mais il faut noter qu'il ne faut pas attendre non plus 1 an et demi pour vous mettre en conformité. Sinon, c'est sûr que la société aura eu le temps d'évoluer, de changer, etc. Et en effet, il faudra refaire un audit complet. Donc, en ce qui s'agit des décisions qui peuvent être prises, on peut, au niveau de la commission, requalifier une non-conformité ou une piste de progrès. Alors, en général, ce n'est pas une piste de progrès, c'est plutôt le fait d'avoir accumulé plusieurs pistes de progrès, notamment sur un même sujet. Je donne un exemple très concret. On a pu avoir une société qui avait des pistes de progrès sur mode opératoire de réception, mode opératoire d'essai à vie, mode opératoire d'essai de performance. Ces 3 choses-là nous semblaient un petit peu trop sensibles en commission. Donc, quand je dis nous, c'est tous les membres de la commission, c'est une décision commune, ce qui fait qu'on a requalifié ça comme non-conformité. Il fallait donc faire après un plan d'action pour lever ces non-conformités. Et c'est pareil sur une non-conformité mineure. Si on la requalifie comme majeure parce qu'on la trouve trop sensible, je prends exemple, et ça peut arriver, je l'ai déjà vu, sur la sécurité. Notamment, il peut y avoir aussi des contextes actuels où on se dit sur la sécurité, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui on ne peut plus passer. Ce qui nous semblait peut-être mineur avant, aujourd'hui nous semble majeur. Et donc c'est pour ça que parfois ça peut être requalifié. Et les auditeurs, comme a dit Anne-Christine, ne travaillent pas forcément que sur la méthanisation, donc ils ne peuvent pas non plus être au courant, je dirais, de l'ensemble du contexte. Donc c'est pour ça aussi que la commission est là. Il peut y avoir aussi des questions sur tout ce qui va être la façon dont est rempli le tableau de suivi des litiges. Parfois, c'est vrai qu'on le remplit de façon assez peu exhaustive, et puis il y a des choses qui ne nous semblent pas forcément tout à fait claires ou qu'on a du mal à comprendre. Et donc, du coup, on va demander simplement des clarifications. Si la clarification nous est donnée dans la semaine, on ne va pas attendre la prochaine commission pour labelliser. Mais si par contre ça demande un plan d'action, ça demande une action, là on attendra la prochaine commission. Donc en termes de décision, il y a soit un report, toujours c'est jamais définitif, soit une labellisation pour 3 ans, soit une labellisation pour 18 mois. Donc derrière, le secrétariat vous émet un certificat de labellisation, donc que je vous envoie avec vos informations. C'est mis d'ailleurs à jour normalement sur le site internet Calimeta. Donc vous retrouvez normalement, il y a un onglet qui s'appelle les entreprises labellisées. Vous retrouvez toutes les sociétés labellisées avec les dates et les activités qui correspondent.
On vous envoie également donc le logo, la charte qui va avec ce logo. Notez que d'ailleurs, on demande désormais à ce que lorsque vous faites votre communication sur Calimeta, que ce soit sur un flyer, sur votre signature, sur vos stands, etc., on demande à ce que vous précisiez sur quelle entreprise vous êtes labellisé, sur quel périmètre d'activité, enfin sur quelle entreprise, c'est pas ça, sur quel périmètre d'activité vous êtes labellisé. Parce que je prends par exemple un AMO et MOE, donc cette société fait les deux activités, mais elle a décidé de se labelliser uniquement sur la partie AMO. Nous, au niveau du label, on ne peut pas vous, en tout cas aujourd'hui, c'est pas écrit comme ça pour vous forcer à vous labelliser sur les deux sociétés, enfin sur les deux activités. Donc, on demande à ce que vous précisiez le périmètre sur lequel vous êtes labellisé. Et c'est pareil pour la labellisation de 18 mois. On demande à ce que ce soit explicitement dit ou écrit parce que c'est des sociétés donc, qui sont suivies de façon un petit peu plus rapprochée, à qui on décide de faire confiance, d'attribuer le label, mais qu'on suit de façon un petit peu plus proche. Il faut quand même le notifier par rapport à ça. Et il faut bien noter que c'est pas parce qu'il y a écrit provisoire que c'est quelque chose de péjoratif. Même au contraire, c'est simplement que c'est une société qui a eu la bonne idée de mettre en place le référentiel dès le départ, ce qui du coup facilite le fait de pouvoir s'adapter puisqu'ils n'ont pas un système déjà fait pour s'adapter derrière à ce qui est demandé. Mais simplement, c'est des sociétés qui nécessitent un accompagnement un petit peu plus rapproché que des sociétés qui sont dans la méthanisation depuis 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Donc, suite à ce que je disais, hein, soit il y a une labellisation de 18 mois, soit de 3 ans, on a différents types d'audits. Donc, il y a l'audit de suivi pour la labellisation provisoire et l'audit de surveillance. Donc, ça se traduit comment je fais une petite aparté d'ailleurs parce que c'est une question qu'on me pose souvent, mais pour une société aujourd'hui qui est Calimeta 1 et qui va avoir son audit de surveillance qui arrive, l'audit de surveillance porte toujours sur le même référentiel que l'audit initial. Donc, ça veut dire que vous êtes Calimeta 1, vous avez un audit de surveillance qui arrive, ce sera un audit sur Calimeta 1. Si vous êtes Calimeta 2, l'audit de surveillance porte sur Calimeta 2. Voilà, il n'y a pas de… vous êtes formé, vous avez mis en place Calimeta 1, vous ne pouvez pas en effet passer sur Calimeta 2 sans l'avoir anticipé, comme je disais tout à l'heure. Donc, en termes de durée d'audit, ça se traduit par le fait qu'un audit de surveillance, c'est une journée. Pour l'instant, c'est ce qu'on a prévu. Peut-être que ce sera adapté plus tard en fonction. Et l'audit de suivi, ça se passe sur une demi-journée, sachant que ça peut se faire en visio. Ça permet d'économiser certains coûts de déplacement et ça permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité, notamment sur les dates. Par contre, l'audit initial, ça se fait toujours sur site, en présentiel, au siège de la société. Donc, l'audit, ça se passe, on prend un projet, le projet le plus récent, ou en tout cas celui sur lequel on va avoir vraiment l'ensemble des critères Calimeta au maximum. Et puis, on va le passer en revue. Peut-être qu'il y aura un projet à côté sur lequel on pourra vérifier certains critères qu'on a du mal, mais globalement, c'est un audit qui est un petit peu moins poussé que le premier audit, puisque normalement, vous avez déjà plus de facilité quelque part dans l'exercice. Donc, on va vérifier que les non-conformités mineures sont bien levées, que l'action qui avait été proposée a bien été mise en place. Comme ça, normalement, il n'y a plus de non-conformité. S'il y en a des nouvelles, à ce moment-là, on les représente en commission de labellisation. On vérifie la mise à jour du tableau de suivi des litiges, parce qu'en 18 mois, il peut se passer des choses. Vos litiges peuvent avoir disparu parce que ça a été traité, ça y est, c'est terminé. Bon, bah voilà, on fait un point d'étape. Et donc après, le rapport, il est fait par l'auditeur. Il est présenté, donc, comme je disais, à la commission, en même temps que les autres rapports de labellisation initiale. Et là, on regarde, bon, bah voilà, la société maintient bien son système, bon, bah, on maintient la labellisation, ou pour les labellisés provisoires, bon, bah voilà, on a un projet complet qui a pu enfin être audité sur l'ensemble des critères, bon, bah, ça y est, on peut labelliser pour 18 mois supplémentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'audit de surveillance. Et on arrive désormais au témoignage de Sandra Robin pour LCMI Environnement, donc qui était pilote Calimeta 2. Bonjour, vous m'entendez? Oui.
Parfait. Bonjour à tous. Merci Laurine de nous avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Du coup, moi je suis Sandra Robin, référente Calimeta au sein d'Elsimaï Environnement depuis septembre 2022. Et en parallèle, je suis également responsable projet sur la méthanisation. Je vais vous présenter très rapidement Elsimaï. Environnement. Donc nous, on fait partie du groupe LCMI qui est un peu plus global. Et la partie bureau d'études en environnement, donc que représente LCMI Environnement Société à mission, c'est 35 années d'expérience auprès des collectivités publiques et des acteurs privés, un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros en 2022. On est 122 collaborateurs, techniciens, ingénieurs et administratifs confondus. Et on a 11 agences de proximité réparties sur le territoire français, dont La Réunion. On mène des missions de conseil, AMO, maîtrise d'œuvre, pardon, et solutions clés en main sur certains projets sur différents domaines, que sont les déchets, l'eau, l'énergie, infrastructure, VRD. La méthanisation, plus spécifiquement, donc nous, on mène uniquement des missions, des études de faisabilité, des missions d'AMO, des missions maîtrise d'œuvre. Donc là, si je fais le parallèle avec Calimeta, on est GC Process sur les deux métiers. On a une appréhension de à peu près tout type de méthanisation. La seule chose sur laquelle on intervient moins, c'est sur la méthanisation agricole, je dirais un peu autonome, quand on est sur directement la valorisation des déchets d'une activité agricole. Là, c'est un petit peu moins notre domaine. Depuis 2018, alors j'ai fait une sélection sur les 5 dernières années, on a une bonne trentaine de références réparties entre des études de FESA, maîtrise d'œuvre, et on a également 6 AMO. Dont 2 qui sont en cours actuellement. Et sur les maîtrises d'œuvre, on en a en réalisation actuelle, on en a 4 actuellement en cours, 4-5. Sur la méthanisation et le environnement, c'est à peu près 30 collaborateurs chez nous sur les 122 qui sont impliqués à différentes étapes avec des compétences pluridisciplinaires. Donc, on a des juristes qui nous accompagnent, des financiers, réglementaires. On a une cellule qui gère tous les aspects ICPE. Et sur la partie technique, on a différents intervenants, que ce soit au niveau du process, du GC, VRD, ELEC, réseau de chaleur. Voilà, on a plusieurs spécialistes chez nous qui s'occupent chacun de leur domaine, mais qui peuvent intervenir à tout moment sur les projets. Je vous représente trois références assez récentes. Donc actuellement on a on a eu et on a deux maîtrises d'œuvre qu'on a réalisées pour CVE. L'une à Equimed qui a été réceptionnée et l'unité de Montbrison qui est en cours de réception. Et on a aussi en cours une AMO qu'on réalise pour Trifil sur l'UTVD qui est situé à la Bessière. Donc là, on va pouvoir parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Calimeta. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Laurine, donc ça va faire un petit peu écho. Nous, les motivations pour lesquelles on a participé donc à la labellisation Calimeta 1 puis 2, Laurine disait tout à l'heure que généralement, c'est un peu le système qualité qui pêche chez les entreprises labellisées. Pour nous, c'est un peu contraire. Pour le coup, le système qualité est assez bien intégré au sein d'Elsimaï et Elsimaï Environnement. On est normé ISO 9001 depuis plusieurs années avec une bonne intégration des principes au quotidien de notre organisation. Donc pour nous, c'est un engagement un peu naturel au sein de la société d'aller promouvoir la qualité de conception, d'exécution
et de santé-sécurité sur nos chantiers et par la suite en termes d'exploitation. Du coup, assez naturellement, Laurine, tu peux avancer si tu veux. Assez naturellement, on a été parmi les BE pilotes dès 2019 sur la grille numéro 1. On a été labellisé sur la grille 1 en janvier 2020 sur nos 2 champs, AMO, MOE, GC, Process, comme je le précisais. Donc pour nous, c'était la poursuite un peu naturelle d'une démarche d'amélioration continue que de se renouveler pilote sur la grille Calimeta 2, en sachant que l'autre motivation, c'est que c'est le gage de qualité auprès de nos clients et partenaires. La grille nous motive en fait à toujours aller rechercher à s'améliorer et ça, comme je vous disais, c'est un peu ancré chez nous. Donc, pour nous, être pilote, finalement, c'est d'aller toujours un peu se challenger sur nos pratiques et aller toujours plus loin dans la mise en œuvre voilà, de procédures, toujours se questionner. Alors là où je peux peut-être un peu nuancer, c'est que autant sur la partie 2019, donc en tant que pilote, on a été assez, on avait beaucoup participé à la grille, autant sur la deuxième, on a été un petit peu moins actif pour une raison de contexte toute simple, c'est que l'ancien référent Calimeta chez nous était sur le départ. Moi, j'étais pas tout à fait encore rentrée à ce moment-là chez LCMI, donc il y a eu une petite période un peu de latence et avec la charge, je sais qu'on était un petit peu moins actif pendant cette période, d'où ça va un petit peu faire le lien de transition avec la diapo suivante sur la manière dont s'est déroulé notre audit. Du coup, comme je disais, moi, je suis arrivée en septembre, enfin, j'ai été référente en septembre 2022. Donc, lecture de cette nouvelle grille, lecture de l'ancienne grille également en parallèle. Notre audit avait déjà été programmé début novembre 2022, ce qui nous laissait à peu près 2 mois de préparation. Donc là, ça va faire complètement écho à ce que Laurine disait. 2 mois, ça a été très court. J'ai un peu repris le temps qui avait été passé à préparer cet audit. Donc, entre septembre et novembre, on était sur 10 jours de préparation, dans laquelle donc, on a lu la nouvelle grille, on a comparé avec l'ancienne sur laquelle on avait été labellisé, sur laquelle on avait eu notre contrôle de suivi. Pas de non-conformité majeure ou mineure particulière. On a vérifié qu'on était bien toujours conforme aux différents critères, s'ils n'avaient pas trop évolué. Sur les nouveaux critères, si on y répondait ou non, en ciblant quelques actions prioritaires, notamment sur des nouveaux critères qui demandaient des choses qu'on ne faisait pas jusqu'ici. Donc, on y est allé en se disant, bon, de toute façon, on était un petit peu déjà passé une première fois, on va continuer comme ça. On a déjà mis pas mal de choses en place. Et finalement, le jour de l'audit, sur les 2 jours, on n'a pas du tout pu finaliser l'audit. Notre retour d'expérience, c'est que concrètement, on avait un manque de préparation. Tout ce qui a été précisé, c'est-à-dire de réaliser un audit blanc interne, il avait été en partie fait, mais je dirais que pas suffisamment interrogé sur chaque ligne. On a un peu regardé chaque critère un petit peu dans sa globalité. On n'a pas forcément été sur chaque ligne à se poser la question si on pouvait apporter la preuve à l'auditeur qu'on faisait bien ce qui était demandé. Pour nous, on n'avait pas forcément suffisamment anticipé la préparation, notamment documentaire de preuves pour chaque critère. Ce qui fait que suite aux 2 jours d'audit de novembre, on a décidé donc dans tous les cas de devoir poursuivre, enfin de devoir réaliser de nouveaux audits, mais on les a un petit peu décalés dans le temps pour nous laisser cette fois davantage de temps de préparation. Du coup, il y a eu un premier audit spécifique à notre métier d'AMO en mars, puis un autre en avril, où là, du coup, on a pris le temps cette fois de réaliser des audits blancs internes
beaucoup plus poussée, avec une préparation de réponses pour chaque élément à vérifier, une préparation documentaire aussi un petit peu plus poussée pour tout simplement gagner du temps au moment de l'audit. Donc là, ça nous a à peu près pris 10 jours supplémentaires jusqu'à avril, donc on en est à 20 jours de préparation en tout. Et la différence a été vraiment concrète. Cette préparation nous a valu un audit beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace que ce qu'on aurait pu, enfin que ce qu'on avait eu en 2022. Alors, c'est pas forcément qu'on était mauvais, c'est juste que voilà, ça prend du temps de savoir où aller chercher la réponse, euh, qui est le plus à même à répondre. Enfin voilà, c'est toute cette partie-là qu'on n'avait pas suffisamment préparée pour que le jour de l'audit, ça avance et que finalement, des questions qui se sont posées en cours d'audit auraient dû s'être posées en amont pour justement faire gagner du temps au moment de ces temps d'audit. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, donc s'approprier et assimiler cette nouvelle grille. Il y a eu une question tout à l'heure sur, on a l'impression voilà, qu'il y a beaucoup de temps à passer sur chaque critère. Il faut pouvoir se l'approprier, en fait, voilà, savoir quelle réponse apporter, comment est-ce qu'on le fait, est-ce que la réponse sera suffisante, est-ce qu'il nous manque des choses. Ça, clairement, c'est du temps à y passer, qui fait écho un petit peu avec la suite. Autant à dégager sur la production. Ça, c'est aussi une autre difficulté, mais je pense que tout le monde rencontre. On ne fait pas du 100% Calimeta. On a aussi de la production à côté, donc il faut savoir réussir à contrebalancer entre les deux, réussir à se dégager du temps et pouvoir avancer, même si au final, c'est pour du gain ultérieur. L'autre difficulté, du coup, ça a été le temps à trouver pour la création de nouveaux outils pour répondre à certains critères où on pouvait difficilement apporter une preuve. On a des responsables de projet voilà, qui font des choses très bien, qui les font peut-être un peu trop de leur côté. Il a fallu que pour certaines choses, il y ait des outils ou des procédures qui soient un petit peu plus clairement identifiées pour être présenté pour Calimeta, mais aussi pour que nous, ce soit mieux suivi en interne. Du temps de réflexion aussi sur savoir si le bénéfice apporté était vraiment suffisant pour nous. On n'allait pas y passer, voilà, on n'allait pas créer de nouvelles choses uniquement dans le cadre de Calimeta, donc ça demande quand même une réflexion qui peut être assez longue, assez poussée selon les critères. Accompagner l'ensemble des collaborateurs aux nouvelles procédures. Moi, je suis référente et je sais qu'il y a des choses qui s'appliquent à mes projets. On est un petit peu moins de 10 responsables de projet et tout autant d'intervenants sur différents domaines, comme je disais, électricité, plomberie, enfin voilà, et autres. Il faut que chaque personne soit accompagnée dans l'établissement des nouveaux outils, qui sachent à quoi ça leur sert, qui comprennent aussi le fonctionnement global de Calimeta. Voilà, des choses qui étaient un petit peu classiques, mais un cartouche qui n'était pas rempli, ou même un cartouche qui n'était juste pas repris dans un document. Enfin voilà, il y a toute une partie accompagnement qui est importante pour que l'ensemble des collaborateurs puissent fonctionner dans le même sens. Et je rajouterais aussi que à première lecture, on y passe un peu vite, mais le fait d'avoir rajouté des niveaux d'engagement minimum, pour certains, pas pour tous, parce que ils reprennent la réglementation pour la plupart, donc ça c'était bien intégré chez nous. Certains vont un petit peu au-delà. On était passé assez rapidement en première lecture dessus, et quand on y est revenu une deuxième fois, c'est vrai que ça a fait un petit peu aussi évoluer certaines choses chez nous, donc qui demandent du temps, notamment sur des engagements techniques qui devaient être pris. Après, pour quel gain on a eu sur sur 2 ou 3 critères, pas sur beaucoup plus, une remise en question de procédures que l'on pensait totalement acquises chez nous, et on s'est rendu compte au cours de la préparation de l'audit
et même au cours de l'audit, que finalement, c'était pas si acquis. Le qui doit faire quoi était un peu flou. Du coup, on a eu trois critères qui ont été un peu remis à plat par la suite chez nous pour mieux les redéfinir avec une procédure beaucoup plus claire. Donc ça, c'est un gain parce que quelque part, c'était fait, mais au moment de la vérification, bah, c'était pas si clair de qui devait faire quoi, à quel moment. On a un turnover naturel avec des responsables de projet qui sont partis, des nouveaux responsables de projet plus jeunes, un petit peu moins expérimentés. Là, ça a été l'occasion sur certains points de reclarifier les choses et c'était pas plus mal. Ça nous a également permis aussi de redévelopper, d'insuffler un petit peu de nouvelles formations, notamment sur la partie ATEX, et d'accélérer le renouvellement d'autres. Voilà, ça a été un peu aussi une remise à plat, voilà, de là où on était, même si on a un suivi et des formations qui sont réalisées de manière régulière. Ça a un peu insufflé un nouveau vent chez nous, qui a été aussi assez apprécié par l'ensemble des personnes qui travaillent sur la méthanisation. Ça faisait un petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure. Ça a mis un petit peu en lumière aussi un besoin de procédures, d'outils pour des responsables de projets qui étaient un peu moins expérimentés. C'est sûr que quand on arrive et qu'on fait sa première ou sa deuxième maîtrise d'œuvre, on peut être moins habile sur certains sujets que pour un responsable de projet expérimenté. Et on s'est rendu compte à leur demande qu'effectivement, avoir des choses un petit peu plus écrites, un petit peu plus tracées, permettait de s'assurer qu'on n'avait aucun oubli, qu'on pensait à tout, et aussi de manière peut-être un petit peu plus autonome, plutôt que voilà, d'aller aussi questionner un autre collègue. Donc ça a été assez apprécié parmi les moins expérimentés chez nous, qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient plus formalisées et surtout qu'on puisse les retrouver facilement au sein de nos serveurs. C'est pour nous des actions qui profitent aussi à d'autres domaines que la méthanisation. Calimeta, c'est assez unique. Nous, dans nos autres domaines, type l'hydroélec, l'hydrogène, le centre de tri, on n'a pas forcément cette même référence. Du coup, ce qu'on tente de faire au travers de groupes de travail, c'est des actions que nous, on mène pour la méthanisation, elles puissent servir à d'autres activités qui sont aussi demandeurs par ailleurs. Voilà, j'ai des collègues qui régulièrement viennent me voir pour me poser des questions, savoir si on a mis telle ou telle procédure en place. Voilà, c'est des échanges qui sont assez bénéfiques pour les uns et pour les autres. Et un petit peu plus anecdotique, mais pas moins important, c'était également d'améliorer la traçabilité documentaire. On s'est rendu compte que même si on a une base de documents existante, qu'on doit les réutiliser, qui ont des cartouches, où on sait qu'on doit enregistrer tel et tel document sur le serveur, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu des loupés, notamment avec maintenant l'existence des plateformes de GED à distance. Il y a beaucoup de choses qui se font sur ces plateformes, moins des fois qui peuvent se faire en termes d'enregistrement sur le serveur. Et là aussi, on s'est rendu compte de l'importance de savoir où aller piocher les informations. Donc il y a aussi un petit travail de traçabilité qui a été réalisé dans ce sens suite aux audits. J'aurais pas grand-chose de plus à ajouter. Pour faire écho avec ce que Laurine disait, ça demande pas mal de préparation euh, qui, pour l'efficacité de l'audit, doit être réalisée. On en a fait pas les frais parce qu'au final tout s'est bien passé et c'était aussi le but d'être pilote. Mais c'est vrai que si on n'avait pas été pilote, très concrètement, voilà, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile de ne pas avoir fait cette étape de préparation. Est-ce que j'aurais autre chose à rajouter? Non, je pense pas.
la justification, sur la question qui avait été posée tout à l'heure, sur tout ce qui est justification, c'est vrai que nous, à première lecture, quand on voyait checklist, preuve, on disait, bon, ben, on va pas apporter une preuve sur chaque chose. Finalement, c'était un peu le cas, mais comme le disait Laurine, c'est pas forcément, on n'attend pas forcément une preuve très complexe pour chaque chose. Des fois, une explication peut suffire. Par contre, il faut quand même suffisamment s'être posé la question pour pouvoir apporter la preuve, même si l'explication, des fois, est assez simple, même si un mail peut suffire, même si un bout de méthodo peut suffire. Il y a quand même voilà, tout ce travail. Pardon? Il faut qu'elles soient un petit peu documentées, mais ça ne veut pas dire qu'il faut un document spécifique C'est à ça, ça. Mais spécifique. Mais c'est vrai qu'à la première lecture, on a l'impression qu'il le faudrait. Bon, ça a été clarifié au cours du premier audit, hein, mais à la première lecture, c'est un peu l'effet que donne cette grille, mais que finalement, on n'a pas besoin d'aller créer pour chaque demande d'éléments quelque chose en particulier. Par contre, se poser la question de comment est-ce qu'on y répond, ça oui, pour chaque ligne, ça c'est le point qui est finalement important. yes. Merci Sandra. Il y avait une dernière question visiblement pour toi. Le temps passé par moi, c'est ça? Peut-être. C'est ça. Alors, tant qu'on est dans la préparation de Calimeta, si je fais un ratio, finalement, on est peut-être à 3 jours par mois minimum. Maintenant que c'est passé, on peut souffler un petit peu, juste un tout petit peu. Je passe entre 1 et 2 jours par mois sur Calimeta, en sachant que ça va se réaccélérer quand arrivera l'audit de suivi, hein, mais en moyenne, c'est à peu près ça le temps passé. Merci. Je ne vois pas forcément d'autres questions. On a terminé ce webinaire, je pense. Merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas après à le diffuser à vos collaborateurs si besoin lorsque ce sera en replay. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et une bonne semaine. Merci. Oui, la présentation sera envoyée avec le replay. Merci.